Bonjour Fabienne, bienvenue au podcast Femmes Corpo. On est hyper heureuse de vous recevoir. Vous êtes tout simplement la directrice générale de LinkedIn France. Donc c'est vraiment un honneur aujourd'hui d'échanger avec vous. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous raconter un petit peu votre parcours? Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir pour moi d'avoir cette, conversation, entre femmes, sur canapé. Mon parcours, une école de commerce, pas forcément, de manière volontaire, mais on pourra y revenir. Ensuite, Une naissance à Paris ou oui, ailleurs? oui, Paris. Paris, famille italienne, fille unique, et donc une certaine injonction paternelle à rentrer dans un rail, un moule, et cetera. D'où, une école de commerce alors qu'à l'origine, j'étais plutôt littéraire et que j'avais pas du tout envie, de rentrer dans le business ou de faire une carrière, de cette nature. Mon rêve, c'était d'être, soit pénaliste, soit prof de français, donc OK. strictement rien à voir et finalement donc j'ai fait une classe prépa et une école de commerce. Sortie d'école, rebelote, j'avais décidé de plutôt travailler dans la pub. J'avais petit à petit retrouvé un peu mes marques sur des sujets de communication ou un peu plus littéraires et il se trouve que j'ai eu la mauvaise idée de faire un pari un peu stupide, avec des camarades, masculins, de promo, et j'ai passé les entretiens chez IBM et je les ai réussis OK. et là, mon père m'a à nouveau dit: «Non, tu vas pas aller dans la pub, tu vas aller chez des gens sérieux, les gens d'IBM, c'est des gens bien, costume noir, une chemise blanche et cetera» et donc j'y suis allée et au final, j'y ai passé 22 ans. Waouh! Et 22 ans parce que j'ai changé de job tous les 3 ans environ et donc en 22 ans, j'ai fait des choses, radicalement différentes en France, à l'étranger. Quel type à peu près de... J'ai commencé, j'étais, ingénieure commerciale, donc ingénieure d'affaires, à l'origine sur des comptes, ce qu'on appelait des comptes de conquête. Ensuite, j'ai pris des grands comptes, puis, je suis partie, 3 ans à Londres pour, faire le lien entre, les laboratoires aux US et les compagnies aériennes et travailler sur des projets, un peu OK. stratégiques. Je suis revenue en France, chez IBM Europe où j'ai pris une direction, Europe sur les sujets du logiciel. Et là, à ce moment-là, tu penses plus à l'idée d'être pénaliste ou quoi que ce soit, Non, quoi? non, Tu es dans le moule, je suis tu es dans dans les le rails rail, et tu j'enchaîne, tu bosses plus. voilà. Et tu sens quand même la fierté dans le regard paternel? C'est une bonne question que je me suis jamais posée en fait, je me suis moins posé la question c'est rigolo la question que tu poses parce que je me suis moins posé la question de la fierté ou du regard que de l'obéissance. OK. Et c'est un vrai sujet, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un job de chief of staff pour le directeur général d'IBM France et mon premier PNL, mon premier compte d'exploitation, qui était une structure à redresser avant cession. Donc gestion du restructuring, due diligence, cession, et puis une fois, ayant fait cela, c'était à la fois, riche d'enseignements, plein d'adrénaline. Je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre chez IBM?» J'arrivais à 45 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, ouais, à peu près et je me suis dit: «Bon, soit j'y reste, jusqu'à la fin de mes jours, soit c'est le moment de partir» et donc je suis partie et je suis partie pour le concurrent de la filiale que j'avais vendue, qui était une boîte danoise et qui m'a dit: «Bah, écoutez, on a vu ce que vous avez fait. Vous savez quoi? On a la même nature de filiale qui perd de l'argent, qu'il faut redresser, qu'il faut revendre. Venez chez nous pour 3 ans». Donc je suis allée chez eux pour 3 ans. J'ai fait la mission de redressement et suite à ça, l'équipe, dirigeante Manpower qui se trouvait être des anciens d'IBM m'a dit: «Écoute, tu sais quoi? Nous, on est en train de faire des acquisitions, on les a faites, mais on a aussi de la restructuration à faire». Voilà, repositionner, la vision, le positionnement stratégique, l'offre, et cetera. Mettre d'équerre évidemment le compte d'exploitation, vient chez nous pour faire l'inverse, cette fois-ci, côté acquéreur et donc je l'ai fait pendant, 4 ans et au bout de 4 ans alors que j'étais, voilà, je continuais ma mission, l'une de mes, anciennes, collègues
ex-IBM, Microsoft, Manpower m'appellent en me disant: «Voilà, le poste chez LinkedIn est ouvert. Est-ce que je sais ce qui te branche, qui voilà, les valeurs que tu aimes. Est-ce que je donne ton nom?» Je lui dis: «Bah, écoute, oui, pourquoi pas, donne mon nom, je suis pas Qui ne tente forcément» rien à rien. voilà, on recherche, et puis je connaissais pas du tout LinkedIn moi. LinkedIn, enfin voilà, je Vous m'en étiez sur servais, mais LinkedIn? Vous étiez inscrite quand même? oui, oui, j'étais sur LinkedIn parce que justement, c'était comme ça qu'on avait gardé une relation entre elle et moi. On n'était pas spécialement proches, mais on se suivait, et c'est pour ça que je suis un pur produit du réseau LinkedIn parce qu'effectivement, C'est grâce à ça que vous avez eu le job. c'est grâce à ça que j'ai eu le job. Enfin bon, j'ai Bah, ça passé fait 15 chiffre aussi, entretiens, ouais. 15 entretiens pour, 15 être DG de entretiens. LinkedIn, Ouais, OK. absolument. Et c'est LinkedIn France? C'est LinkedIn France avec un second rôle depuis 2 ans où j'ai en charge, pour l'ensemble de nos partenariats, sur les solutions de recrutement, et de formation, nos activités, partenariales avec, tous les clients, gouvernement et secteur public en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine. D'accord. Et c'est combien de salariés LinkedIn France aujourd'hui? Alors c'est un chiffre, sur lequel on ne communique pas puisqu'on communique jamais sur les chiffres France. Au global, LinkedIn, c'est 17 000 personnes. D'accord. Et là, donc vous êtes DG de LinkedIn France. Est-ce qu'il y a eu des rencontres dans votre carrière qui ont été assez charnières, qui vous ont marqué, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui? Ouais, plein de rencontres parce que, là où je suis aujourd'hui, il y avait rien de prévu. On a beau se dire comme ça sur le papier, bah, c'est évident, tech plus, RH, IBM plus Manpower, bah, c'est vrai que l'équation ça donne LinkedIn. En revanche, rien n'était prévu du tout. Mes 22 ans, chez IBM, je les ai pas vus passer d'une part parce que j'ai changé de job, mais si j'ai changé de job, c'est aussi parce qu'à chaque fois j'ai rencontré, soit des managers, avec lesquels je m'entendais bien, soit, des collègues et cetera qui ont fait que, bah, j'ai pu avoir ce parcours. À l'extérieur aussi, et aujourd'hui dans mon job actuel depuis 8 ans, l'occasion de faire énormément de rencontres, telles que celles qu'on a, aujourd'hui entre nous 4. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est juste d'être DG de LinkedIn France? Enfin, par exemple, tu te lèves le matin, qu'est-ce La qui se journée passe? type. Il y a pas de journée type, c'est ça d'être DG, non? Alors déjà, il y a pas de journée type, ça c'est la première des choses, mais ce que j'ai l'habitude de me dire chaque fois que je me lève le matin, c'est que j'ai une énorme chance parce que je vis mon métier comme un acte profondément militant. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je peux militer pour ce qui est important pour moi, c'est-à-dire faire en sorte que, à compétences égales, chaque professionnel puisse avoir un accès égal à l'emploi, au réseau et à la formation, aux formations qui est in fine, l'ambition de LinkedIn et je le fais très concrètement et c'est un sujet, qui m'importe C'est profondément. c'est quoi concrètement que fait LinkedIn pour, l'égalité, professionnelle, pour, l'insertion, Parce que c'est vrai, en fait, moi je suis utilisatrice de LinkedIn comme tout le monde ici. C'est vrai que parfois, je vois qu'il y a des mécaniques d'algorithmes comme sur les autres réseaux sociaux. Donc, assez vite, je suis dans une bulle de contenu qui pense un peu comme moi ou enfin, j'imagine qu'il y a en tout cas des mécanismes, un peu d'algorithmes. Comment vous faites pour, ouvrir, les chakras des utilisateurs? Ouais, alors il y a plusieurs sujets. En fait, la manière dont travaille LinkedIn, c'est que notre propos pour pouvoir, faire ce que j'évoquais précédemment, c'est que notre métier, c'est connecter les professionnels entre eux, d'une part et les connecter avec les entreprises. Mmh. Donc ça veut dire qu'on travaille avec les entreprises sur, 3 de leurs grands sujets. Le premier, l'ensemble des sujets de recrutement et de formation, les entreprises de toute taille et les organisations, qu'elles soient publiques ou privées et qu'elles soient évidemment, associatives ou plus corporate. Et donc on les accompagne sur leurs pratiques de recrutement, leur marque employeur, leurs activités de développement, commerciaux et puis leurs activités de communication. Sur le sujet du recrutement, je vais citer un exemple très concret. Depuis, maintenant plus de 5 ans, nous faisons la trace et nous avons transformé, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais ensuite il y a une dynamique collective qui s'est, enclenché, en France et dans la plupart des pays dans le monde, sur ce qu'on appelle le recrutement fondé sur les compétences. C'est-à-dire que maintenant les recruteurs et plus de 50 des recruteurs ici en France utilisent le filtre compétences sur LinkedIn, ne vont plus recruter sur la base d'un CV
d'un diplôme ou d'une expérience strictement semblable, à l'expérience, du job pour lequel ils recrutent, mais vont balayer un spectre, de compétences et donc typiquement, pour les femmes, ça donne l'occasion de multiplier par 6 le vivier adressable sur n'importe quel type de poste. Aujourd'hui, on travaille énormément sur, l'emploi des seniors et l'emploi des plus de 50. En moyenne, ça donne l'occasion, l'opportunité pour une entreprise ou un recruteur, à partir du moment où il recrute sur le filtre compétences, de multiplier par 9 le nombre de seniors qui vont pouvoir candidater. Sur le secteur de l'éducation, on monte à fois 15. Donc c'est juste énorme en termes de diversité que de pouvoir recruter par les compétences. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est l'accès au réseau. Aujourd'hui, je crois qu'on en parlait, tout à l'heure, mais LinkedIn a mis à disposition la faculté pour tout le monde de pouvoir se construire un réseau et de donner aussi les codes du réseau. Et lorsqu'on sait que, lorsque, un candidat a ne serait-ce qu'une seule connexion dans l'entreprise dans laquelle il ou elle candidate, il a 4 fois plus de chances Ah d'être ouais. recruté. Ah, C'est c'est juste dingue ça. énorme. Donc déjà, éveiller cette prise de conscience-là sur: voilà pourquoi le réseau est important. Premier sujet. Deuxième sujet, éveiller cette prise de conscience sur le réseau, il est fait pour tous et tout le monde doit en avoir un. Et troisième sujet, comment se l'appliquer et comment le construire. Ça, c'est notre troisième champ d'action. Donc voilà quelques exemples sur ce qu'on fait au quotidien, mais il y a énormément d'actions. Et il y a une étude extrêmement importante qui montre que les femmes, quand elles voient une offre d'emploi sur LinkedIn, elles postulent quand elles remplissent 100% des compétences, un Ouais, truc comme ça. ouais. Là où les hommes ne postulent que quand ils remplissent 50 ou 60% des compétences. À quel point vous avez un regard là-dessus et est-ce que vous essayez de faire bouger peut-être un peu les choses? Ah bah alors ça, oui, sans aucun doute, ça a fait partie de mon militantisme, quasi quotidien. 2 sujets sur les comportements, différents des femmes. Le premier sur celui qu'on évoquait qui est, le sujet du réseau. Heu, Statistiquement, en moyenne, les femmes ont un réseau 37 fois moins de 37 moins étoffé que les hommes. Donc déjà, Ah, moins de relations. intéressant. On n'a jamais eu cette stat encore dans Femmes 1er Corpo. sujet. Deuxième sujet, Très bien. Mais, mais juste, pardon, Vous avez des j'aimerais juste super qu'on s'arrête stats. là-dessus. Ouais. Comment tu expliques ça? Parce qu'on il y pourrait a plein de imaginer ouais, que les femmes aiment papoter, sont sociables et donc ont beaucoup de réseaux. oui, 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 mais il y a plein de sujets. Dans le champ professionnel, elles ont, moins ce déclic-là. Elles ont, plus d'attention à leur quotidien opérationnel, plutôt que de lever un peu la tête et de regarder, sur ce qui se passe après et c'est quoi le next step? Mmh. Heu et puis moins de propension et c'est le deuxième point, non seulement elles ont un réseau moins étoffé, mais en plus elles le sollicitent 30 de moins. C'est-à-dire moins de relations et en plus elles l'activent Mmh. moins. Donc c'est en gros, c'est la double peine. Et parce que, voilà, un peu plus de timidité, moins de volonté de demander, ou peur de demander. Enfin, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. On retrouve également, cette différence-là, entre les femmes et les hommes sur un sujet qui m'est, profondément cher, qui est la courbe d'acquisition en termes de compétences. Aujourd'hui, il y a 2 natures de compétences qui sont extrêmement demandées et qui vont l'être encore plus pour les années qui viennent, qui sont d'une part les compétences en matière d'IA et d'autre part les compétences dites vertes au sens large. Ce qu'on observe à chaque fois, lorsque, Moi, j'ai des compétences Place vertes. verte. ah, bah, voilà. Parce que c'est Ça veut mon dire quoi, métier. pardon, les compétences vertes? Compétences vertes, c'est alors il y a une nomenclature, il y a à peu près 701 compétences vertes, listées de manière très, très précise. C'est par exemple, la capacité à faire un audit, énergétique, lorsqu'on est dans la construction ou de l'immobilier. Un bilan carbone. Je Voilà, suis formée. par Je exemple. l'ai. C'est SRD, c'est une compétence, mais OK. il y en a, voilà, plus de 700. Et ça implique tous les secteurs industriels et tous les métiers. Lorsqu'on dispose d'au moins 2 compétences vertes dans son profil, on a 2 fois plus de chances, d'être recruté, sur un certain nombre de métiers parce qu'on voit aujourd'hui que les taux s'accélèrent. Vous êtes une femme corpo qui bouscule les codes de l'entreprise ou vous en connaissez une, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous envoyer un DM pour nous le signaler, on a trop hâte de vous recevoir sur notre canapé.
Ce qu'on observe au niveau français, c'est valable pour l'Europe également, mais au niveau de la plupart des entreprises que je rencontre et donc ça fait partie aussi de mon militantisme, concret. C'est que quand je présente ces données auprès d'un board en leur disant: «Voilà, mesdames, messieurs, voilà comment sont formées vos équipes aujourd'hui et le rythme d'acquisition des compétences, que ce soit sur l'IA ou sur les compétences vertes», dans la plupart des cas, on observe un écart en faveur des hommes entre 15 et 20. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on voulait que dans ces grandes organisations, les femmes rattrapent le niveau d'acquisition des compétences des hommes aujourd'hui, il faudrait qu'elles acquièrent leurs compétences à un rythme 2 fois plus élevé. Mais c'est dingue parce que déjà, c'est 2 compétences très récentes, l'IA et l'écologie, c'est très récent. Donc c'est bizarre parce que ça veut dire qu'il y a encore les mêmes biais dans la société qu'il y avait avant, alors qu'on dit quand même toujours qu'aujourd'hui les jeunes filles et les jeunes garçons sont égaux et cetera. Ça veut dire que c'est pas exactement vrai. Et ensuite, deuxième, enfin moi, mon vécu en RSE, c'est qu'on dit qu'en RSE, il y a que des femmes, que c'est un secteur féminin, qu'il y a Oui, 80 de femmes et cetera. oui, mais alors déjà les Ça, compétences c'est vertes, une idée elles reçue. sortent du champ de la RSE. Oui, c'est peut-être plus Elles large, vont OK, à la bien finance, sûr. elles vont aux achats, elles vont dans les fonctions commerciales et cetera. Ça, c'est la première des choses et la deuxième des choses, je parlais de la propension à être, très bonne dans son job, et à pas forcément regarder l'étape d'après. Hem, En gros, lorsqu'un professionnel décide de se former, dans son quotidien, il y a 3 moteurs pour se former. Le premier, c'est: «Je veux être encore meilleur dans mon job actuel, plus efficace», voilà, en gros, la première de la classe. 2e moteur, je veux me former pour, prendre une responsabilité, hiérarchique dans mon job, responsable d'équipe, manager, exec, et cetera. 3e raison, je veux me former pour changer de job. Je suis aujourd'hui, contrôle de gestion, dans la fonction RH, j'ai envie de passer à la finance. Voilà. Et en gros, évidemment, les femmes se forment de manière plus, le premier moteur, c'est le premier registre et donc par nature, elles vont pas aller regarder et leurs managers d'eux-mêmes ne vont pas les pousser à aller regarder les compétences qui seront nécessaires pour le job d'après ou les jobs de demain nécessaires dans l'organisation. Et donc qu'est-ce qu'on va voir là si on n'y prend pas garde? Sur ces 2 registres-là, on va encore vivre ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années dans le digital, c'est que les femmes vont être encore en retard sur les jobs les mieux positionnés, les mieux payés, les plus en demande, et cetera, et cetera. Et justement, en termes de compétences, je fais un parallèle avec vous, avec votre carrière. C'est quoi les 3 plus grandes compétences que vous avez, vous, en tant que DG de LinkedIn? Je crois que la première, c'est quelque chose qui m'a conduit, depuis le tout début, c'est la curiosité. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai besoin de découvrir des choses, d'apprendre, et oui, c'est la curiosité sur le reste du monde et quels que soient les sujets et évidemment par nature, comme on aborde le champ professionnel dans son ensemble sur la plateforme, bah, ça nécessite d'avoir envie d'être curieux, sur les sujets, actuels et futurs, d'être curieux sur le produit, d'être curieux sur, l'innovation, d'être curieux sur un certain nombre de choses et puis d'être curieux des autres au sens large. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je pense que c'est un sens du rythme. Heu, Parce qu'on gère, dans nos activités et eu égard à l'ambition que je présentais tout à l'heure, il faut énormément de réactivité. On travaille avec le souci du détail, un peu comme des horlogers, mais il faut néanmoins aller très vite et pour autant avoir le souci du temps moyen, long terme pour anticiper les tendances, des emplois, des compétences que j'évoquais précédemment. Donc c'est, une gestion de la temporalité et puis la troisième chose, il faut aimer, mélanger la donnée, vous avez vu qu'on est très, très chiffres, chez LinkedIn, la donnée et l'intuition. Ah bah, on en parlait juste avant. Voilà et c'est ça mon sujet et moi c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce qui te drive le plus? La donnée ou l'intuition? Ouais. L'intuition, mais la donnée me rassure. Ah, mais c'est les 3 skills dont tu parles, c'est plutôt des soft skills comme Ouais. on dit. Heu mais tu penses qu'aujourd'hui, les soft skills sont plus importants que les hard skills pour, diriger ou en tout cas avoir un leadership? Oui, en tout cas, elles le sont chez LinkedIn sans aucun doute, Mmh. parce que, Mais toi qui as un regard quand même sur le marché du travail assez global,
Ouais, sans aucun doute, non seulement pour les postes, on va dire de direction, de management, mais de plus en plus sur l'ensemble des jobs. Pourquoi? Parce que, de fait, l'IA nous décharge et va de plus en plus nous décharger d'un certain nombre de tâches répétitives et pas forcément les plus gratifiantes, et va nous sortir le nez de notre ordi. Alors déjà pour pouvoir dompter l'IA et avoir ce dont on a envie, il faut déjà avoir un certain esprit critique, ça c'est la première des choses. Mais ensuite, une fois qu'on est sorti le nez de notre ordi, alors effectivement on peut, décider, d'aller se balader tout seul, ou d'avoir une activité, diverse et variée. Mais si on la consacre dans le champ de son job, si je prends l'exemple par exemple du recruteur. Les recruteurs aujourd'hui, avec LinkedIn, ils ont l'opportunité de pouvoir prompter directement en langage naturel: «Je cherche, un responsable commercial, basé à Marseille avec, X années d'expérience, et telle nature de compétences». Ce qu'il a franchi de 2 choses, rédiger une description de poste qui est pas forcément, Très le truc le agréable. plus sympa de la terre. En plus, elle sera ciblée et très personnalisée, et la deuxième des choses, elle l'a franchi de rédiger un mail très personnalisé en fonction du profil, et cetera, et cetera. Une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir consacrer plus de temps à quoi? Bah, passer plus de temps qualitatif avec le candidat, c'est quand même l'essence de son job, et surtout beaucoup plus de temps avec le manager qui recrute pour comprendre des choses un peu plus larges. C'est quoi la diversité de l'équipe? C'est quoi les enjeux à moyen ou à long terme du job? C'est quoi le fit perso qu'il attend avec cette personne? Et donc une capacité à co-construire, à collaborer, à communiquer, et encore une fois, sortir le nez de son Mac ou de son PC, heu et et aller au-devant des autres. Donc définitivement, des soft skills du type, capacité à communiquer, à collaborer, et cetera sont, de plus en plus, recherchés aujourd'hui, et on le voit dans les annonces de recrutement. On dit qu'on est dans une grande crise du travail, en particulier les jeunes qui ne voudraient plus se conformer au monde du travail comme avant, comme il était avant, qui voudraient plus être freelance ou en tout cas libres en télétravail, faire un peu ce qu'ils veulent, etc. Certains disent qu'ils sont plus feignants. Enfin voilà, il y a tout plein d'idées reçues. Et que le senior, Voilà, et non, mais il y a tout plein voilà, on sont lit en tout cas, fatigués. à boire et à manger sur cette Ouais. grande crise du travail, Ouais. qui est assez dure à définir tant le travail est un sujet, macro et global. Toi qui as ce poste d'observation génial qui est LinkedIn France, comment tu évalues ça? Et bah, tu as parlé déjà de l'IA et de ce que l'IA allait changer, mais le rapport au travail, est-ce que tu sens qu'il déjà il change de génération en génération? Et comment tu regardes ça? Oui, sans aucun doute. Alors effectivement, tu l'as souligné, on a une faculté à observer ces tendances-là parce qu'aujourd'hui, LinkedIn en France, c'est 30 millions de professionnels Ah, c'est qui sont génial. connectés sur la plateforme. Environ 5 millions de professionnels qui occupent ce qu'on appelle des professions non télétravaillables, donc personnel de soins, hôtesse de caisse, etc. Et 75% de ces professionnels et de ces membres en dehors de Paris. Donc ça donne une représentativité sur effectivement leurs attentes, et toutes générations confondues, puisque, on doit avoir 2 millions, 2,5 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, là-dessus, et beaucoup l'ont déjà partagé, c'est que depuis, la crise du covid, on a tous, chacun dans nos jobs, quelles que soient nos générations, on s'est tous posé les 3 questions qui sont: pourquoi je travaille? D'où est-ce que je veux travailler? Et comment est-ce que j'ai envie de travailler? Donc ça a complètement, revisité effectivement le rapport au travail et le rapport à l'entreprise et le rapport à l'environnement de travail au sens large. En revanche, les attentes, elles sont néanmoins toujours centrées, autour de, 3 grands ingrédients, et qui, en fonction de l'actualité et de la conjoncture économique, vont, varier les uns envers les autres. Le 1er évidemment, bah, c'est le salaire et l'ensemble des bénéfices, au sens large. Le second, c'est la flexibilité, et flexibilité, que ce soit dans le temps de travail ou que ce soit, dans le lieu de travail. Et puis le troisième, ce sont les opportunités de développement, de mobilité interne ou de formation. Ce qu'on observe, c'est qu'en particulier ce troisième ingrédient-là, on a, entre un écart entre les professionnels, toutes générations confondues, entre ceux qui estiment
pouvoir bénéficier d'opportunités de formation ou de mobilité interne et ceux qui estiment ne pas en bénéficier, un écart de 20 en termes de rétention et de fidélité à l'entreprise et d'engagement. Donc ça, c'est majeur. À partir du moment où une entreprise fait ce que moi j'ai eu la chance d'avoir chez IBM pendant 22 ans, offre des opportunités de changer de job tous les 2 ans, tous les 3 ans et permet cette curiosité, cet apprentissage sur la durée, et ça n'a pas de prix et beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui, en tout cas, c'est remonté à l'agenda des DRH. Sur l'intergénérationnel, on a mené une étude, là, assez récente sur les 4 générations et au final, on s'aperçoit qu'il y a pas tant de différence que ça. Ah, Le gros malentendu, quand on regarde un peu le rendu de cette étude, c'est qu'on a trop tendance, et ça crée également un malentendu entre les générations, c'est qu'on a trop tendance à évaluer les attentes des 2 générations les plus jeunes à l'aune de ce qu'étaient les attentes il y a 20 ans des générations les plus aînées. En revanche, quand on les évalue à aujourd'hui, sur les 3 ingrédients que je viens d'évaluer, OK, il y a des variations, mais au final, c'est toujours les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que 90 de ces professionnels-là, toutes générations confondues, estiment qu'ils peuvent apprendre les uns des autres. Bah, c'est super rassurant ça déjà. C'est hyper rassurant. Mais par contre, il y a un malentendu, enfin en tout cas une perception, respective qui consiste à dire de la part des 2 générations les plus jeunes: ouais, les seniors, considèrent qu'on est feignant, qu'on n'a pas envie de bosser ou qu'on est des touristes parce qu'on bosse en Bermuda, je caricature et à l'inverse, les plus seniors, pensent que les plus jeunes les perçoivent comme étant, voilà, has-been, rincés, pas au niveau sur les sujets, technologiques et donc si on arrive à déminer ce regard, infondé de l'un sur l'autre, il y a une vraie attente mutuelle, d'apport et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une vision un peu macro. Toi, micro, qui a peut-être managé des jeunes, qui a grandi avec aussi cette génération, etc. Qu'est-ce que tu constates? Euh, à tes yeux, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on n'ont pas compris les jeunes d'aujourd'hui? Et à l'inverse, qu'est-ce que n'ont pas compris les seniors d'aujourd'hui? Alors là, ça, c'est une question très compliquée d'expliquer, qu'est-ce qu'un tel ou une telle n'a pas compris. Hem, Non, mais si on pousse évidemment le curseur hein, des ouais, deux côtés. Hein. en tout cas, comment ils peuvent faire un pas l'un vers l'autre, Ouais, peut-être. exactement. je pense que, et là, ça fait partie de la responsabilité des entreprises et des managers que de savoir gérer cet intergénérationnel-là et de pouvoir favoriser des moments d'échange, et de discussion assez franches. Donc favoriser un environnement où, en gros, on puisse se parler sans être jugé. Mais on communique de manière saine, c'est-à-dire, ouais, sans jugement, sans perspective de risque d'aucune sorte, de manière assez, voilà, ouverte, saine et sereine. Donc si je comprends bien, ce podcast est tout simplement un buzz. Pour toutes celles et ceux qui adorent ce podcast, ou qui l'aiment même un petit peu, vous avez plusieurs choses à faire. La première, quand vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming audio, vous mettez 5 étoiles sur les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et toutes les autres. Si vous regardez en vidéo sur YouTube, là, c'est très simple. Vous mettez un pouce, un like, un commentaire, une photo, une story, ce que vous voulez. En tout cas, communiquez sur ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à l'écouter. On est trop contente que ça résonne chez vous et que vous utilisiez concrètement les conseils qui sont donnés dans les podcasts. En bref, abonnez-vous. Vous avez eu des enfants? Oui, j'en ai, Vous avez des enfants plutôt. À quel âge vous avez eu vos enfants et comment ça s'est passé dans le milieu corporate? Est-ce que vous avez pris un long, congé maternité, court? Votre recul sur ça? oui, alors, déjà, nous, on est famille recomposée. Donc moi, j'ai eu mes 2 2 fils, donc Simon qui a maintenant 25 ans, donc je l'ai eu à 34 ans et j'ai eu pris un congé maternité, normal. OK. Heu Normal, ça veut dire quoi? Ouais, non, c'était, 3 mois avant et 4 mois après, je crois, ou je sais plus, je OK. Nous, on est voilà, entrepreneurs, c'est donc, loin, hein, ça fait 25 nous, ans, on est Non donc mais entrepreneurs, donc on n'est pas concernés par le congé maternité. Donc, enfin les dans le malheureusement, on monde n'a pas cette chance. dans le monde corporate, il y a aussi, normal, c'est une question, enfin il y a plein de gens qui vont il y a plein de femmes qui vont nous dire, «J'ai pris un mois, j'ai pris un mois et demi, j'ai pris 2 mois, j'ai ah pris oui, 3 non, mois». moi j'ai pris le congé légal, alors Non, je standard. standard, ouais, voilà, donc je saurais plus dire exactement ce qu'il était, mais en tout cas, et donc le premier er a 34 ans, et le second a 39.
J'ai vu physiquement la différence d'ailleurs, et donc ils ont respectivement, 25 et 20 ans, et puis le fils de mon mari qui a rejoint donc la tribu a lui, 18 ans. Voilà. Que des mecs et c'est bien d'avoir des mecs? Oui, parce que j'arrive en fait, j'ai plutôt la loi, sauf les soirées de foot ou de je ne sais quoi où là je lâche l'affaire. Est-ce que tu les, investis dans ton militantisme, comme tu aimes l'appeler, autant sur, les questions d'égalité de genre que de l'insertion professionnelle et cetera? Oui, alors avec des résultats, extrêmement variés. Voilà, donc je suis pas forcément un modèle du genre, et je pense qu'au final, ils se font leur propre idée. On leur donne, et on leur inculque, sur ces sujets-là comme dans beaucoup d'autres, toutes les valeurs auxquelles on croit. Ensuite, ils se font leur propre feuille de route. Donc sur les sujets de l'égalité homme-femme, je dirais que j'ai plus réussi avec les 2 plus jeunes qu'avec l'aîné. Voilà. Et dernière question, est-ce que tu portes sur tes fils le même regard que ton père portait sur toi? Non, pas du tout. Pas du tout parce que justement ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire. Et on leur a toujours dit: «Vous faites ce que vous voulez, mais il y a 2 conditions. La première, vous êtes heureux dans ce que vous faites, et la seconde, vous êtes les meilleurs dans ce que vous décidez de faire». Oh, Ça fout un peu la Après pression. oui, mais Mais après bon, ils peuvent c'est une décider, pression saine. d'aller faire du surf à l'autre bout du monde, mais il faut que ce soit des champions olympiques. et ben voilà, Faut aller aux JO. C'est OK. voilà, comme la mère de mais Benoît Poelvoorde qui lui disait tous les matins: «Tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais de mal à personne». ah, J'ai trouvé ça Oh, ça ouais, c'est trop ça adorable. chou. c'est Adorable. Ouais, ouais. Ouais. adorable. Tu fais vraiment Et est-ce que, les enfants, les congés mat et cetera, ça t'a un peu ça a pu te freiner dans ta carrière ou au contraire ça a été un moteur? Ça t'a rendu plus créative ou plus fatiguée? Tout en même temps? Un peu tout en même temps, mais avec, alors après il faudrait leur demander à eux, hein, mais avec le recul, je trouve que je l'ai plutôt bien géré, ou tant bien que mal. J'ai essayé de le gérer sans trop de culpabilité, en me disant: «De toute façon, pour avoir des enfants heureux, il faut une mère heureuse». Je fais ce qui me plaît, et donc quand je suis là à plein pot pour eux, et quand je suis pas là, bah, ils savent, pourquoi. Après, il faut leur demander aussi comment eux, ils l'ont vécu. J'ai l'impression, qu'ils l'ont pas trop mal vécu. Par contre, et c'est rigolo parce que c'est un truc qui a encore perduré, j'ai toujours eu l'habitude de terminer ma semaine, le vendredi à 4 heures. Ça fait très longtemps que je ne vais plus les chercher à l'école, mais le vendredi à 4 heures, j'ai terminé ma semaine. Voilà, et maintenant c'est du temps pour moi. Voilà. Et tu fais quoi à 4 heures le vendredi? Je vais nager et je me fais un petit massage. Ah bah, c'est Ah super. ouais! Bah, c'est un très Donc là, important c'est le du temps bien-être pour au moi, travail. ouais. trop bien. Bah, super. Fabienne, des petits conseils pratiques pour les jeunes femmes qui nous écoutent. Ouais. Quels conseils alors moi déjà ma première question, on n'est pas sur du tac au tac là, on est question frontale. Mmh. Quels conseils tu donnerais à une femme qui a envie de se lancer sur LinkedIn? Est-ce qu'elle ajoute tout Paris? Ou est-ce qu'elle ajoute que les personnes qu'elle connaît? Comment ça se passe pour toi? Alors surtout, elle n'ajoute pas tout Paris. OK. Et ensuite, elle ne répond pas non plus à toutes les sollicitations de tout Paris. Je parlais tout à l'heure des sujets de réseau. On a quantifié de manière très, très précise, ce qu'on appelle le network gap, en bon français, le déficit de relations professionnelles. Et en fait, ce qui fait qu'un professionnel a un réseau fort ou moins fort. Et en gros, pour avoir un réseau fort On parle sur LinkedIn là, hein? sur LinkedIn, mais de manière, générale, je pense, parce qu'on retrouve assez rapidement les 3 piliers du déterminisme social. Donc c'est là où tu es grandi et ton environnement Ah bah, ça amical c'est et sûr. familial, les écoles et les universités que tu as faites, et les entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Chacun de ces 3 piliers te donne l'opportunité d'avoir un réseau 3 fois plus fort. Si tu as les 3, c'est fois 12. En revanche, réseau fort, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire un réseau très large, ça veut Unifié. dire un réseau qui est aligné avec ce que tu as envie de faire. Je prends mon exemple, moi aujourd'hui j'ai un réseau qui est principalement tech et RH. Si demain j'ai envie de me lancer, dans la chanson, ça va être assez compliqué, d'activer mon réseau. Donc voilà, se construire un réseau fort, c'est un réseau qui est aligné avec son propos professionnel.
1er sujet et donc pour répondre à ton point, c'est non, je n'onboard pas tout Paris et non, je ne réponds pas à tout Paris. Pour construire son profil, il faut déjà bien déterminer qui on est et ce qu'on apporte le cas échéant à une équipe, à une entreprise ou si on porte soi-même une aventure entrepreneuriale, quelle est l'aventure entrepreneuriale qu'on porte et qu'on veut partager? Et ça, c'est l'en-tête. Et puis ensuite, dans ces expériences, surtout faire figurer les compétences et maintenant il y a un menu déroulant qui permet de le faire de manière assez facile parce que, confère ce qu'on évoquait tout à l'heure, aujourd'hui les recruteurs et toutes les entreprises filtrent par compétences donc si on veut être repéré sur un certain nombre de sujets, il faut avoir les compétences en question. Com comment on fait un post qui buzz sur LinkedIn? Question tout à fait pas du tout personnelle, Ouais. pas du tout intéressée. Alors déjà, il ne faut pas chercher à ce qui buzz. Hein? Oh! Ah non, je suis pas d'accord. Non, Moi, je vois les posts qui buzzent, ils cherchent à ce qui buzz. Genre, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé et après, il est arrivé un truc, très basique. ouais, mais le conseil qu'on donne depuis, le tout début, le vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé, je suis partie en vacances en Italie et c'était super, il faisait beau, j'ai mangé des pâtes. Premier post. 2e post, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Je suis partie en vacances en Italie. Voilà ce que j'ai appris. Voilà la recette des pâtes si vous voulez la refaire chez vous. Et donc, un post qui buzz, c'est un post qui partage du contenu réel, une expérience et qui apprend quelque chose aux autres. Si j'apprends rien de ton post, juste le fait que tu as passé des bonnes vacances en Italie et que tu étais la plus belle, ok, je vais lire le truc. Oui. En fait, faut pas parler de soi, faut parler des gens qui nous lisent. Absolument. Mais justement, qu'est-ce que tu penses du fait que LinkedIn est au départ un réseau professionnel et que peu à peu, ça reste un réseau professionnel, mais ça se digresse un peu sur le perso où des femmes vont raconter par exemple leur fausse couche. Donc on en parlait tout à l'heure un peu. LinkedIn a permis quand même de donner la parole à plein de cas dans l'entreprise, etc., de démocratiser plein de sujets, le burn-out, la fausse Mhm. couche, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Est-ce que tu trouves que c'est très chouette ou au contraire que ça va à l'encontre de, ce pourquoi LinkedIn a été créé au tout départ. J'ai pas de jugement sur le fait que ça soit, bien ou mal. En revanche, ce que ça reflète, c'est ce que nous échangeons, toutes et tous dans l'univers des entreprises. Ben ouais et les conversations qui se font sur LinkedIn sont l'écho des conversations qu'on va avoir effectivement à la machine à café ou, dans un open space et effectivement le champ du privé, a parfois rejoint, le champ professionnel sur un certain nombre de sujets qui sont effectivement, des sujets qui pouvaient être considérés comme tabous, comme par exemple la santé mentale. Et pour autant, le sujet de la santé mentale est aujourd'hui l'une des causes, principales d'absentéisme dans, beaucoup d'entreprises et beaucoup de DRH s'en saisissent. Donc le fait que ça soit, partagé dans un open space et possiblement amplifié sur LinkedIn, me paraît de ce point de vue-là être une bonne chose En parce fait, que ça sert la cause des entreprises. moi, je trouve que LinkedIn permet de faire rentrer dans le monde du travail des sujets que le monde du travail a longtemps essayé de laisser en dehors. Je donne un exemple qui m'est arrivé. Donc moi, mon travail, c'est de faire du conseil en RSE et au début, voilà, au début du covid, il y a une DRH qui m'a dit: «Ah non, nous, tout ce qui est santé, on n'a pas le droit d'en parler». Alors là, exceptionnellement, on parle du covid parce que bon, bah, c'est une pandémie mondiale donc bon, bah, on est un peu obligé de mettre les gens en télétravail et de leur donner des masques. Bon, OK. Mais nous, on évite en fait tous les sujets et ce qui est un problème pour, faire avancer les entreprises sur le plan sociétal ou sur le plan écologique. Enfin, en tout cas, quand on travaille en RSE, c'est ce qu'on pense en général et je trouve que LinkedIn est une plateforme qui permet de faire rentrer ces sujets dans le monde du travail parce que comme ça horizontalise et que ça démocratise, bah, on parle de politique, on parle de fausses couches, on parle de climat, on parle de plein de trucs, plein de sujets que les entreprises ont longtemps voulu éviter. Oui, alors d'abord pas toutes, et ça permet justement de montrer à celles qui l'évitaient peut-être, comment s'y prennent celles qui font la trace. Mmh, mmh mh. C'est clair. Et juste à quel point les salariés prennent la parole sur LinkedIn? Parce que moi, je sais qu'autour de moi, dans mon algorithme, tous les gens qui prennent la parole, c'est plutôt des entrepreneurs, des activistes, des militants, Mmh. des gens qui ont une liberté d'expression assez importante. Dans mon réseau, je vois peu de personnes de mon réseau, pour le coup, LinkedIn, Mmh. prendre la parole en tant que salarié. Est-ce que, voilà, c'est quoi votre avis sur, Bah, là-dessus, nous, notre avis et notre recommandation, elle est claire. Le profil, il est la propriété de la personne.
il n'est jamais la propriété de l'entreprise. Donc après, qu'un collaborateur ait envie, de parler, de la manière dont il vit dans l'entreprise, de son expertise et cetera, ça participe d'une dynamique collective sur laquelle on encourage toutes les entreprises justement à faire en sorte que leurs collaborateurs soient leurs ambassadeurs. Bah, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un ingrédient Super bien sûr. important de la marque employeur. Quand je candidate dans une entreprise, OK, je vais regarder, ce qu'a dit le dirigeant, mais je vais surtout aller regarder ce qu'ont posté les employés parce que c'est ça qui va me faire dire: «La culture de cette boîte, elle est réelle, incarnée et vécue au quotidien». Mais il devrait y avoir, je pense, des jurisprudences, enfin, il y a, à mon avis, des Il y en a eu. jurisprudences qui sont déjà sorties sur des salariés qui postent sur En LinkedIn, tout à cas, quel il y a point en eu droit du un travail, salarié chez AXA qui a participé aux manifestations de l'A69 pour interdire la construction donc d'une autoroute qui était jugée à impact carbone trop élevé. Et c'est remonté jusqu'à la direction puisque donc lui, il a parlé en son nom, mais il est cadre chez AXA. Et donc ça a été un gros bordel chez AXA parce que la question des dirigeants, c'était: «Est-ce qu'on est responsable? Enfin, est-ce que ça engage l'entreprise ou ça n'engage que lui?» Et je trouve que la direction a pris une super décision qui est de dire: «Bah, ça n'engage que lui, il fait ce qu'il veut et si» après c'est une boîte qui a beaucoup d'engagement sur la question écologique, donc ça allait avec leur ligne, mais bah, il fait ce qu'il veut, ça n'engage que lui et nous, on n'a rien à dire, on n'a pas à lui faire supprimer son poste ou on n'a rien à lui dire, quoi. Dans la mesure du légal, évidemment. Bah, c'était pas légal d'aller faire cette manifestation, donc c'était ça toute l'ambiguïté. Mais voilà. Mais de la même manière que s'il avait pris la parole à la radio ou à la télévision, le sujet était le même. C'est Oui, oui, comment bien est-ce sûr. qu'en tant Ouais. que, Oui, oui, bien sûr. dirigeant d'une entreprise, j'engage ma marque, quel que soit le vecteur ou le canal de communication. Fabienne, on arrive déjà à la dernière partie de ce podcast, mais ça pourrait durer des Malheureusement. heures, hein, qu'on se le dise. Ouais. L'idée, c'est que je te pose des questions un peu au tac et que tu Mmh. réponds du tac au tac. C'est très OK. facile. Là, suis ton instinct, pas la data. D'accord, Ça arrive. voilà. Et voilà. Le mot que tu bannirais des profils LinkedIn. Fierté. Un message que tu reçois trop souvent en DM. Bonjour, je vous écris parce j'ai un problème avec mon profil. Ah oui, mince. Ah La oui. personne qui t'a le plus ouvert de portes, mis à part ton papa. La personne qui m'a le plus ouvert le porte, il y en a tellement, non, il y en a énormément, OK. ouais. Ton petit hack LinkedIn préféré. Mon hack LinkedIn préféré, activer la fonction, traduction, lorsque je lis des posts, dans une autre Dans une autre langue. Si tu devais recruter quelqu'un en 30 secondes, qu'est-ce que tu regardes en premier? la curiosité. Trop bien. Merveilleux message de fin. Merci beaucoup Fabienne. Merci à vous. Fabienne. Merci À Fabienne, merci bientôt. beaucoup.